Donc, prenez place. On va commencer notre prochain conférencier. C'est Martin Cetto. C'est vraiment intéressant et assez particulier d'avoir Martin ici parmi nous pour donner la perspective du gouvernement du Québec, qui est le gestionnaire de la ressource publique, sur l'importance de la recherche forestière. Martin est ingénieur forestier de formation spécialisé en hydrologie forestière de l'Université Laval. Il a obtenu une maîtrise en 2005 et ses recherches ont porté sur les effets des opérations forestières, les coupes, la construction de chemins, l'installation de ponceaux, sur l'hydrologie des bassins versants et les écosystèmes aquatiques. En 2011, il a joint la direction de l'aménagement et de l'environnement forestier du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Son mandat consistait alors à développer et à coordonner la mise en œuvre d'orientations ministérielles pour l'application d'approches écosystémiques d'organisation spatiale des forêts dans les différentes forêts du Québec. En 2019, il a finalement joint la direction de la recherche forestière du ministère comme chef de service du soutien scientifique. Pendant les 3 années suivantes, il a été chef du service de la sylviculture et du rendement des forêts au sein de la même direction. Et depuis 2023, il est directeur de la recherche forestière. Aujourd'hui, il va nous parler de l'importance de la recherche forestière sur la foresterie de l'avenir. Martin, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup, Loïc. Bonjour tout le monde. Hey, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde pour venir m'entendre. C'est super le fun. Super. Non, mais c'est vrai quand même, avant un 5 à 7, surtout avant un match de hockey, mais j'apprécie, merci beaucoup. Bon, là, je sais qu'il y a plein de monde qui s'attendent à apprendre plein de choses de nouveau, là, avec ma conférence. Ben, vous allez être déçus parce que je vous apprendrai rien de nouveau. La plupart des gens ici, vous connaissez bien plus de choses que moi. Par contre, moi, mon objectif dans ma conférence aujourd'hui, c'est de vous exposer certaines choses, puis surtout de réfléchir, de vous amener à réfléchir, puis même discuter. Vous voyez là que ça va jusqu'à 6 heures. Hein? Le 5 à 7 commence à 6 heures. C'est correct. D'habitude, ça commence à 4h30, 5 à 7. Mais bon. Donc, vous allez avoir du temps pour poser vos questions puis échanger après. Donc, c'est vraiment réflexion. Donc, pour ceux qui sont encore au niveau des études, ben ça peut vous aider beaucoup pour réfléchir à comment se positionner dans votre avenir, parce qu'un jour, c'est bien beau étudier, mais il faut travailler. Hein? Puis pour ceux que ça fait longtemps, les vieux routiers, ceux qui ont mon âge ou ceux qui sont un petit peu plus âgés, bien, ça peut aider aussi des fois pour du positionnement stratégique de dossiers, puis peut-être d'établir des relations, des collaborations. Il y en a déjà beaucoup, mais on peut toujours améliorer nos collaborations. Donc oui, je suis ici en tant que représentant du gouvernement du Québec, oui, ministère, Ressources naturelles et forêts, mais avant tout directeur de la recherche forestière qui vient présenter ses idées. Donc, mes idées ne sont peut-être pas nécessairement les idées que le ministère prônerait ou que le gouvernement prônerait, mais moi, mon rôle comme directeur de la recherche forestière, c'est de conseiller. C'est de faire des recommandations aux autorités. Après ça, ils les acceptent ou pas. Mais mon rôle, c'est ça. Donc, voilà. L'importance de la recherche forestière sur la foresterie de l'avenir, la boule de cristal. La foresterie est en transformation. Comme je vous l'ai dit, vous n'apprendrez rien de nouveau. C'est toutes des choses que vous savez déjà, mais réflexion. Le contexte, les changements climatiques sont rapides quand même par rapport au temps forestier, je pourrais dire ça comme ça. La forêt croît lentement, mais les changements climatiques deviennent de plus en plus rapides par rapport à la vitesse que la forêt croît. Les perturbations naturelles, on a des augmentations. Ça peut être des diminutions aussi, parce que les feux, ils ne vont pas nécessairement augmenter partout. Il y a certains endroits, de ce que j'ai vu dans certaines études, que la récurrence des feux, elle est diminuée. Dans certains cas, elle va augmenter. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir des changements. Peut-être qu'à certains endroits, il n'y aura pas de changement, mais dans tous les cas, il va y avoir des changements. Les insectes aussi, les insectes qu'on connaît actuellement ou des insectes qu'on ne connaît pas encore au Québec, qui sont connus ailleurs, mais qu'on ne connaît pas encore, mais qui s'en viennent. Il y a des équipes de la direction de la recherche forestière qui font une veille là-dessus, que ce soit les insectes ou les plantes, les espèces exotiques envahissantes qu'on appelle, que ce soit des plantes ou des insectes. Les épisodes météorologiques extrêmes, ça c'est intéressant. Dans le sens que quand on regarde les projections, il y a plein de monde qui travaille là-dessus dans le monde entier, d'essayer de prévoir le climat, les événements. Le climat et la météo, c'est deux choses. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Les événements météorologiques, je pense que tout le monde a remarqué que quand on regarde, mettons, Météo Média,
on a de la misère à savoir s'il va faire beau dans 2-3 jours. La température, plus ça va, plus c'est difficile de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Là, on essaye, nous, dans la recherche forestière, de se projeter des années plus tard. Imaginez-vous, des années plus tard. Là, ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est que, bon, dans certains endroits, ça va être plus sec. Dans certains endroits, ça va être plus humide. Mais encore, le diable est dans les détails. Ça va être plus sec, mais comment? Ça va être plus humide, mais comment? Est-ce que c'est des grandes quantités d'eau qui vont tomber dans des temps très restreints ou ça va être réparti également à l'échelle d'une année, par exemple? Ça, on appelle ça la variabilité intra-annuelle des précipitations, par exemple. C'est des sujets qui sont étudiés, mais selon moi, pas assez encore. Ça l'a été beaucoup à une certaine époque où on pensait que le passé était garant du futur. Mais maintenant, on rentre dans une ère, dans une époque où le passé n'est plus garanti du futur. Donc, c'est tous des vieux sujets que, malheureusement ou heureusement, il faut étudier à nouveau parce que les choses changent. Hein? Ensuite, les pressions accrues sur les écosystèmes forestiers. Les pressions accrues, là, vous voyez, l'autre puce d'après, c'est les attentes croissantes de la société envers les forêts. Ça aussi, ça a des pressions là, sur les écosystèmes. Qu'est-ce que je veux dire par les pressions accrues sur les écosystèmes? C'est l'ensemble des changements globaux exercent des pressions sur les écosystèmes. En plus, nous, les humains, on vient exercer une pression supplémentaire parce que nous, on a des attentes. Hein, envers la forêt, on veut l'utiliser pour... on veut maintenir la biodiversité, c'est correct. C'est un grand vœu qui est très louable, qui est vertueux. Mais aussi, là, on s'attend à ce que la forêt puisse nous aider pour capter du carbone, qui est un sujet que beaucoup de monde étudie, mais qu'au fur et à mesure que je gagne en expérience, je me rends compte qu'il est encore très peu connu. Il y a beaucoup de choses qu'on pensait par rapport au carbone qui s'avèrent que ça va se passer différemment aussi. Hein? L'acceptabilité sociale, la récréation, on veut aller jouer en forêt. Il y a de plus en plus de monde sur la planète. Il y a de plus en plus de monde qui veulent aller jouer dans la forêt. Puis on veut prendre plus de territoire aussi pour construire des habitations et tout. Fait que tout ça vient exercer beaucoup de pression sur ce qui reste de la forêt. On veut protéger des territoires aussi. Hein? Pour différentes raisons. Donc, les conditions dans lesquelles la foresterie s'est développée au cours des dernières années, des dernières décennies changent rapidement. Donc, comme je dis, malheureusement et heureusement, parce qu'il y a plein de vieux sujets qu'on doit ramener à l'ordre du jour. On doit les étudier à nouveau, parce que tout est en train de changer. Oh, hey, hein, c'est fini. 5 à 7, excusez. Ça paraît bien sur une vidéo YouTube qui va être en ligne après. Ça ne sera pas long, je me replace. Bon, fait que vous voyez bien que vous ne pourrez pas la mettre sur YouTube, la vidéo. Bon, alors, on continue. Bon, la grande question fondamentale. On est-tu prêt? Hein? Sommes-nous prêts? On pense qu'on est prêt, mais les approches actuelles, est-ce qu'ils vont demeurer efficaces? Là, on parle de gestion forestière. Évidemment, je représente le ministère. Actuellement, ce qui est en vigueur, c'est faire de l'aménagement écosystémique. Là, 20 ans, on parlait de faire de l'aménagement écosystémique, puis il y avait des objectifs. Est-ce que l'aménagement écosystémique est encore la chose à faire pour le futur? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, mais de façon un peu différente. Ou est-ce que c'est complètement non? Donc, c'est des choses que... Je sais, tout le monde a une opinion là-dessus. Il y a beaucoup d'informations qui existent, mais il y a encore beaucoup d'inconnus. Beaucoup d'inconnus. Quand je dis qu'il y a beaucoup d'inconnus, c'est comment intégrer ça dans la gestion forestière pour que concrètement, il se passe quelque chose sur le terrain, que nos actions soient en phase avec la connaissance. C'est ce que je veux dire. Fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Comment maintenir la résilience des forêts? C'est un mot qu'on utilise beaucoup, hein, la résilience. J'espère que tout le monde comprend c'est quoi la résilience. Hein? Bien, ça, c'est une grande question aussi, une question fondamentale. Tout le monde a un peu sa perception ou même il y a des connaissances, il y a des travaux qui identifient certains éléments qu'il faudrait maintenir ou favoriser pour maintenir. Est-ce que c'est faisable de maintenir la résilience ou on peut juste la favoriser? Mais si au moins on peut la favoriser, moi je pense que c'est déjà un pas en avant. Mais il y a encore beaucoup d'informations à aller chercher sur ce sujet-là. Aussi, comment réduire les risques et l'incertitude? On rentre dans une ère où l'approche déterministe elle va être de moins en moins appropriée, selon moi.
il va falloir être plus en mode gestion du risque. Donc, c'est quoi qu'on fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les gestes qu'on va poser où on a le moins de chances de se tromper? Ça veut dire que oui, on va se tromper, mais il faut se tromper le moins souvent possible. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Une approche déterministe, c'est souvent une approche où on a peur de faire des erreurs. Si on a peur de faire des erreurs, on ne fait rien. Puis rien faire, ça augmente beaucoup le risque. Donc, l'accumulation de connaissances, puis ça, là, c'est dans tout domaine confondu, la connaissance est la clé pour gérer le risque. Je le mentionne ici, la foresterie de demain devrait être plus adaptative, plus intégrée, davantage appuyée sur la science. Qu'est-ce que je veux dire par davantage appuyée sur la science? Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en œuvre exactement ce qu'un projet de recherche a découvert sur une espèce X dans un dispositif X. Ça ne fonctionne pas comme ça. Okay? Rarement, ce qu'on va trouver dans des projets de recherche va atterrir intégralement dans la gestion forestière. Pourquoi? Parce qu'après ça, il y a des réflexions qui se font pour développer des orientations. Il y a le social, il y a l'économique, il y a les industriels, il y a la politique. Il y a tout ça qui vient mettre du bruit autour de la science. Ce qui est mis en œuvre doit prendre en compte la totalité. Mais l'assise, la base, demeure la science. Donc ça, c'est important. Il faut demeurer fier de ça. La pierre d'acier, c'est la connaissance. La connaissance, c'est nous ici, la communauté scientifique forestière que j'appelle, peu importe qu'on soit au gouvernement, universitaire, peu importe. On est ici la communauté scientifique forestière. Donc, ensemble, on est capable d'établir les fondements pour un futur en foresterie, la foresterie du futur, comme je dis. Il y a un point que j'ai oublié, comment aménager dans un contexte en constante évolution. Au niveau du ministère, ça, c'est quelque chose qui est horrible. Ce qui est l'idéal, parce que vous savez, là, puis c'est pas pour parler contre le ministère, je peux pas, là, je suis ici devant vous. Là. Tout est bien, puis j'adore ça, mais ce que je trouve difficile, c'est comme un énorme paquebot que si tu tournes le gouvernail au maximum, puis que tu le tiens, là, bien, ça prend 5 ans avant que ça commence à tourner un petit peu. Fait que quand on voit l'iceberg qui s'en vient, puis que tu tournes ça au fond, puis que là, tu vois que ça ne tourne pas encore, il faut que tu attendes 5 ans avant de virer, c'est stressant. Mais c'est pas si pire que ça, parce qu'on a du temps. Tu sais, l'urgence, des fois, on pense qu'il faut tout changer en 5 ans. C'est pas vrai, là. Tu sais, la forêt, elle croît quand même assez lentement au Québec. On a le temps de réfléchir, de mettre en place des choses, mais c'est le paquebot, pour le faire tourner, là, qui est pas évident. Puis ça, qu'est-ce que ça prend? Bien, ça prend du travail en collaboration en amont des dossiers. On n'attend pas que les enjeux se pointent pour commencer à former des comités et à travailler là-dessus. Il faut former des groupes de réflexion, des groupes de travail, des comités, appelez-le comme vous voulez, bref, des gens qui se rassemblent pour réfléchir sur des enjeux, établir des solutions à l'avance, voir ce qui s'en vient. Puis après ça, bien, quand on est devant l'enjeu, on peut déjà proposer des solutions. Il n'y a rien de pire comme, par exemple, dans ma position de directeur de la recherche forestière, que je me fais poser une question par les autorités, puis là, j'ai dit, écoute, je vais partir à un projet de recherche, puis je vais te répondre dans 15 ans. On ne peut pas faire ça. Fait qu'il faut voir venir les choses. Bon, pourquoi la recherche forestière est essentielle? Je pense que j'ai déjà amené quelques éléments. C'est quoi le rôle de la recherche en sciences forestières? Je pense que vous le savez, mais je pense que c'est bon de le répéter puis de réfléchir ensemble. N'oubliez pas mon objectif. Comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Surtout que là, les écosystèmes évoluent, changent, s'en vont vers quelque chose d'inconnu, inconfortable. Ça dépend de notre type de personnalité, mais souvent en recherche, les gens sont souvent très rationnels. Puis de ne pas être capable de comprendre vers où on s'en va ou de vivre avec l'incertitude, ça peut avoir un aspect stressant un peu. Ça nous sort de notre zone de confort. Mais il faut apprendre à vivre avec ça. Il faut apprendre à vivre avec l'incertitude. Anticiper les changements futurs, ça aussi, c'est facile à dire. Comment on fait pour anticiper des changements futurs? Oui, ça prend de la connaissance, mais même la connaissance, souvent, nous donne un état de situation actuel. Ou si on étudie les données du passé, bien, ça nous donne un portrait du passé. Puis comme je vous dis, bien, malheureusement, le portrait du passé n'est pas réellement garant du futur. Donc, on tombe un peu dans l'incertitude. Tester des nouvelles approches d'aménagement. Comme je dis, il va falloir se donner le droit à l'erreur. Et si on attend d'être parfait avant d'essayer de mettre en œuvre des choses, tester des choses, on ne fera jamais rien. Donc,
sur la base des meilleures connaissances actuelles possibles, on peut-tu tester des nouvelles approches d'aménagement? Puis quand je dis tester, ce n'est pas nécessairement officiellement dans les plans d'aménagement intégrés et tout. On peut le tester dans une formule de recherche forestière. On a des forêts d'expérimentation qui existent. Il y a des forêts d'enseignement et de recherche qui existent. L'Université Laval, je pense que c'est Alexis Hachin qui a comme une initiative là, au niveau de la forêt Montmorency de tester une nouvelle approche d'aménagement ou des nouvelles approches d'aménagement. Il y a peut-être d'autres universités là, qui sont gestionnaires de d'autres forêts d'enseignement et de recherche qui pourraient être intéressés de tester des approches d'aménagement. Mais il faut le faire. Évaluer les impacts à long terme, évidemment. Soutenir la prise de décisions publiques. Souvent, on entend beaucoup de critiques par rapport aux décisions qui se prennent au niveau gouvernemental ou au niveau du ministère par rapport à différentes orientations en matière d'aménagement forestier. Comme je vous ai dit, c'est hyper complexe. J'ai passé à travers le processus. J'ai été étudiant aussi, à la maîtrise, après ça au doctorat, puis après ça, j'ai été professionnel. J'ai évolué dans ce milieu-là. Là, maintenant, intergestionnaire, je suis plus à l'interface politico-administrative qu'avant. Puis je me rends compte que c'est un écosystème complexe, tout ça. C'est un écosystème très complexe, puis on n'a pas le choix de vivre avec. On n'a pas le choix. Fait comme je vous dis, il ne faut pas que vous ne soyez pas frustrés que vos connaissances ne soient pas prises en compte à la lettre. Okay? S'il y a juste 10 % de la connaissance que vous avez développée qui est prise en compte dans une orientation d'aménagement, moi, je pense que c'est déjà un coup de circuit de votre part. Okay? Ensuite, réduire l'incertitude. Fait que soutenir la prise de décision publique puis réduire l'incertitude, c'est deux aspects qui sont importants. Si on réussit à réduire l'incertitude, on augmente les probabilités que les décisions publiques se rapprochent beaucoup plus de ce qui est souhaitable. Je ne dis pas de ce qu'on souhaite, de ce qui est souhaitable. Okay? Faut aussi, nous, en tant qu'individus, se détacher un peu de nos connaissances. T'sais, oui, c'est bon, vous avez acquis des connaissances, vous y tenez, mais ça ne veut pas dire que vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. C'est l'écosystème au complet, c'est la communauté scientifique forestière qui doit travailler ensemble. Certains vont découvrir des choses qui s'avèrent fausses ou malheureusement inutiles, mais au moins vous avez appris à apprendre. N'oubliez pas, une maîtrise, là, c'est quoi? On apprend à apprendre. J'ai étudié en hydrologie forestière. Finalement, j'ai fini à faire des orientations d'aménagement en organisation spatiale, aménagement écosystémique, qui n'avaient aucun lien avec mon champ d'études. Maintenant, je suis rendu directeur de la recherche forestière, ce qui n'a aucun lien avec mon champ d'études. Mais pendant mes études graduées, j'ai appris à réfléchir. C'est ce qui était le plus important. Fait que la majorité d'entre vous, c'est ce que vous faites, vous apprenez à réfléchir, parce que je suis sûr que la plupart ne travailleront pas exactement dans ce que vous avez étudié. Désolé de vous dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Mais des carrières palpitantes quand même. Donc, dans un contexte complexe, la connaissance devient une infrastructure stratégique. Infrastructure stratégique. Ça, c'est un élément que je commence à amener de plus en plus à l'intérieur du ministère, surtout au niveau du... Bon, vous savez, le ministère, il y a le secteur des forêts, les opérations régionales, le bureau du forestier en chef, il y a différents secteurs comme ça au sein du ministère. Mais il y a quand même une culture qu'il faut essayer d'inculquer dans un ministère qui est vieux comme ça. La direction de la recherche forestière, on est rendu à sa 59e année d'existence. Puis l'année prochaine, ça va être notre 60e année. Puis je ne vous mentirai pas qu'au gré des... Comment on pourrait dire ça? Donc, aux situations économiques, aux situations financières du gouvernement, il y a toujours un nuage noir qui est passé au-dessus de la direction de la recherche forestière pour la remettre en question. C'est encore utile, ça, pour l'organisation, d'avoir une direction de la recherche forestière? Ça coûte cher. Pourrais-tu juste détacher ça du ministère puis envoyer ça ailleurs ou peu importe? C'est toujours quelque chose, c'est cyclique. Ça revient à peu près aux 10-15 ans, puis c'est en même temps que les cycles économiques où ça va un petit peu plus mal. Mais peu importe, après 59 ans, le DRF existe encore. Fait que ça, ce que ça veut dire que mes prédécesseurs ont fait un excellent travail pour protéger la direction de la recherche forestière. Moi, je continue à le faire aussi. Mais je dis non seulement on fait ça, mais il faut inculquer une culture. Il faut faire savoir aux décideurs que dans un contexte, surtout là maintenant, dans un contexte aussi complexe dans lequel on est, la connaissance est encore plus importante. Donc la connaissance, ce n'est pas un luxe.
Hein, parce que c'est souvent ça la perception. Ah, la recherche, c'est un luxe. T'sais. Les chercheurs font ce qu'ils veulent. Puis non, on est organisé, on a des besoins de recherche, on sait où mettre nos énergies, où mettre notre argent. Il n'y a pas de gaspillage là, qui se fait là-dedans. Mais c'est souvent, malheureusement, la perception qu'il y a. C'est un mythe qu'il faut casser. Puis moi, je travaille très, très fort dans ce sens-là. Puis c'est pas juste pour la DRF, je le fais pour la communauté scientifique forestière. T'sais, moi, là, dans ma tête, c'est comme ça. We are one. Okay? Il n'y a pas d'université, U4, UQAC ou peu importe. On est tout du monde qui travaille dans le même domaine. Plus qu'on va travailler ensemble, plus que ça va bien aller, selon moi, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la connaissance qu'on va développer, la possibilité d'aller chercher du financement. Si on s'attache bien et qu'on a une planification stratégique, moi, je pense qu'on peut frapper des coups de circuit. Alors voilà, mon idée de la connaissance devient une infrastructure stratégique. Bon, c'est quoi les grands défis scientifiques à venir? Quelques enjeux structurants. Adaptation au changement climatique. Hein? Je pense que tout le monde est au fait de ça. La productivité forestière. Ça, c'est une notion que, des fois, quand j'écoute des chercheurs à DRF ou que je lis des papiers ou je discute avec d'autres chercheurs ou des étudiants, je me rends compte que c'est une notion qui ne semble pas si claire que ça. Tu sais, c'est quoi la différence entre la production forestière et la productivité forestière? Hein? Dans un contexte d'adaptation au changement climatique, il y a souvent des gens qui arrivent avec des options faciles que j'appelle. On va faire de la migration assistée, on va prendre l'épinette noire au sud. Bien, pas l'épinette noire, on va prendre, mettons, l'épinette rouge, par exemple. Hein? Champ gauche, là, épinette rouge, puis on va l'amener au nord, où on va aller planter de l'érable à sucre à Fermont. Parce que, selon les modèles, on va avoir le climat favorable pour l'espèce X en question, mettons, dans 50 ou 60 ans. Mais quelque chose qu'on oublie peut-être, c'est qu'il y a le sol. Hein? Même si la température change, puis ça, c'est quelque chose que je répète souvent aux autorités du ministère, entre autres. Je leur dis, même s'il y a un climat de palmier, là, plus tard, là, sur la Côte-Nord, il dit, le sol, là, ça y prend du temps là, pour devenir approprié pour le palmier. Et probablement qu'il ne deviendra jamais approprié pour le palmier. Donc, l'enveloppe climatique, c'est une chose. Mais le sol, après, quand le climat va changer, comme tous les processus pédogénétiques, l'altération des sols et tout ça, on le sait-tu, qu'est-ce que ça va donner exactement? Hein? Il y a de la donnée qui commence à apparaître, puis sans avoir vraiment de données concrètes, je pense qu'on est tous capables ici de dire que le sol va changer pas aussi rapidement que le climat. Donc, si on a un climat qui est approprié pour certaines espèces, ça ne veut pas dire que le sol va être prêt pour les recevoir. Donc, c'est un aspect qu'il faut qu'il soit pris en compte au niveau de la migration assistée. De toute façon, les gens qui travaillent là-dessus le savent très bien. C'est pour ça que, pour l'instant, les tests qui se font, les tests intelligents qui se font, bien, ils se font dans des endroits appropriés pour l'instant. Par exemple, on prend des espèces qui sont à la limite sud, par exemple, puis on les monte à leur limite nord. Bon, fait qu'on reste souvent dans des sols qui sont similaires. Donc, c'est des bons premiers tests, mais à un moment donné, c'est ça. Il y a des petits tests supplémentaires qu'il va falloir faire. Tu sais, pour les sols, peut-être que ça se fait déjà, mais de voir est-ce que ça peut se faire en laboratoire, hein, de simuler des températures, puis d'essayer d'accélérer le processus, là, tu sais, pour avoir des réponses plus rapidement, mais puis après ça, de pouvoir projeter, de dire, ben, OK, dans 60 ans, l'altération des sols pourrait être ça. Est-ce que ça fera en sorte qu'un podzol ferro-humique va se transformer en humoférique, tu sais, par exemple, ou l'inverse, peu importe. Mais c'est des choses qu'il faut réfléchir. La migration des espèces. La migration des espèces, bien oui, il y a la migration assistée. Là, l'humain vient donner un petit coup de main. Mais il y a quand même des espèces qui peuvent migrer d'elles-mêmes. Puis, il y avait une présentation tantôt, là, quand je suis arrivé, là, je ne me souviens pas le nom de la personne, mais tu sais, il y avait des déplacements, là, c'est toujours ça l'enjeu, là, tu sais, à quelle vitesse qu'une espèce peut se déplacer, peut migrer. On voit que c'est souvent très lent par rapport à la vitesse à laquelle le climat va changer. C'est des choses qui ont été montrées par modélisation, mais quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Hein, si on voit que les espèces ne sont pas capables d'avancer assez vite, bien, il faut leur donner un petit coup de main. Mais comment qu'on le fait? Comment on le fait? Là, il y a des projets qui sont lancés. C'est super, mais ça va en prendre encore plus. Ça va prendre encore plus parce que ça nous prend de la diversité. Hein? Christian Messier dit souvent, là, la diversification, la diversité, c'est la clé, il a raison. Hein? Fait qu'il faut diversifier les types de projets qu'on fait. Fait qu'en migration assistée, il y a beaucoup d'espèces qu'on ne couvre pas encore.
Donc, il y a du travail à faire là. La vulnérabilité des peuplements, vulnérabilité aux sécheresses, c'est ça qu'on disait tantôt, le climat va changer, on ne sait pas trop comment ça va se comporter. Est-ce que ça va être... Ça se pourrait qu'une projection dise que ça va être plus humide, par exemple. Le nord-est du Québec va être plus humide à l'échelle d'une année. Mais si on examine la variabilité intra-annuelle, peut-être que l'eau va toute tomber en l'espace de quelques mois, puis qu'il va y avoir des grandes périodes sèches. Donc, ça veut pas. Si une projection dit que ça va être plus humide, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y aura pas de période de sécheresse. J'espère que tout le monde a capté ce bout-là. Là. Donc, il faut en prendre en compte lorsqu'on fait la migration assistée, de savoir est-ce qu'on va positionner des espèces, est-ce qu'ils vont devenir vulnérables parce que tout d'un coup, avec les changements globaux, il va y avoir des périodes de sécheresse prolongées qui sont très, localisées à l'intérieur d'une année. 3 semaines, 4 semaines très, très sec. Malgré le fait que le reste de l'année, il peut tomber 1 mètre d'eau, mettons, dans les 3 autres semaines. Comment que l'écosystème va réagir à ça? Bien, là, c'est un peu extrême ce que je dis, mais il faut y penser pareil parce qu'il y a des probabilités que ça arrive. Comme je vous dis, on est en gestion du risque. Qui parle de gestion du risque parle de probabilité. Donc, il faut réfléchir dans ce sens-là. Perturbations naturelles, régime de feu, on en a parlé un petit peu, j'en ai parlé un petit peu au début, puis il y a eu des présentations là-dessus. C'est sûr que les modélisations montrent que, le régime de feu, il va peut-être avoir de plus en plus de feu à certains endroits, moins ailleurs, etc. Donc, c'est des éléments qui doivent être pris en compte, mais il faut quand même continuer à essayer de préciser un petit peu plus. J'ai rien contre la modélisation. Au contraire, parce que c'est l'outil qu'on a pour accélérer les choses actuellement. Mais par contre, il faut demeurer prudent parce que ça reste que souvent, pour modéliser, on utilise de la donnée actuelle ou passée. Puis comme je vous dis, malheureusement, le passé n'est plus garant du futur. Insectes et maladies, événements extrêmes, j'en ai parlé tantôt, fait que je vais passer. Après ça, on continue dans les enjeux structurels, la biodiversité, les services écologiques, la conservation. Je trouvais ça intéressant. Je pense que c'est Philippe, son nom, là, tantôt, qui parlait qu'il y avait un type de... Il y avait une situation, je n'écoutais pas, malheureusement, je suis désolé, là, parce que j'avais des messages sur mon téléphone là, urgents, mais j'ai cru comprendre là, qu'il y avait des critères du ministère là, qui n'étaient peut-être pas tout à fait adéquats là, pour une question de conservation. Donc, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait peut-être un territoire qui pourrait être sujet à conservation, mais vu que ça ne rencontre pas tout à fait les critères du ministère, il ne peut pas l'être, mais qui devrait l'être. Bon, bien, des situations comme ça, là, c'est correct qu'on se le dise entre nous, mais il faut que l'information se rende au ministère, aux personnes qui travaillent sur ces dossiers-là. Hein? Puis si vous ne le savez pas, qui contacter, bien, utilisez vos réseaux de gens qui travaillent du ministère, puis essayez de savoir c'est qui travaille là-dessus, puis y passer le message. Dites, hey, peut-être qu'il faut y repenser, parce que c'est toutes des choses qu'il faut repenser. Là. On est dans les changements globaux, tout va changer. Donc, voilà, fait qu'il faut le signifier. Connectivité, il faut y penser beaucoup. Pour la migration, pour tout ce qui est diversité fonctionnelle aussi, toutes les fonctions écologiques, la connectivité est importante, qu'elle soit physique ou fonctionnelle. Ça prend plus d'informations aussi. Là. La connectivité physique, je crois que c'est quand même assez bien étudié jusqu'à maintenant. Est-ce que dans un contexte de changement climatique, il faut s'y attarder à nouveau? Peut-être, mais la connectivité fonctionnelle, c'est plus complexe parce qu'on est beaucoup plus dans l'invisible. Puis je pense qu'il y a une clé qui est là. C'est dur parce que les fonctions écologiques, on ne les voit pas. Hein, c'est tout dans l'invisible. Hein. Puis la connectivité fonctionnelle aussi. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut creuser là parce qu'il y a une clé. Il y a une clé, oui, d'établir un réseau d'air protégé un peu partout, ça va, c'est bien, d'avoir des objectifs avec des chiffres, des cibles qu'on veut atteindre. Mais ensuite, est-ce qu'il y a une connectivité entre ces aires protégées-là, ces zones de conservation-là? Moi, je crois qu'on a assez d'informations dans la science pour dire qu'il faudrait favoriser une connectivité, qu'elle soit physique ou fonctionnelle, mais au moins fonctionnelle. C'est le mieux qu'on puisse faire. Donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Au niveau du carbone forestier, beaucoup de gens travaillent là-dessus. Tantôt, c'est qui a été présenté? C'est Mme Adriani Rinari Manana, je crois. C'est ça, la première conférence qu'il y avait de la session, que ça parlait de carbone, la coupe partielle et le carbone. Donc oui, il y a beaucoup de travail encore à faire. Par contre, là, je mets un gros bémol.
Ceux qui travaillent sur le carbone, assurez-vous de bien comprendre le dossier dans son ensemble. Ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien. Oui, ils comprennent la dynamique du carbone, puis ils ont des bonnes idées et tout. C'est juste qu'on oublie souvent l'invisible. Oui, c'est correct là, de dire qu'on fait de la coupe partielle pour séquestrer plus de carbone, mais il ne faut juste pas oublier que la majorité du carbone est dans le sol. Puis de perturber un sol dans une dynamique de changement climatique, ça émet du carbone aussi. Donc, ce carbone-là, c'est comme si on produisait du carbone aussi en faisant de la récolte. Donc, de dire qu'on peut juste se fier sur des approches de coupe partielle pour atteindre, mettons, la carboneutralité ou des choses, ou encore pire, d'atteindre des cibles mettons, de réduction des gaz à effet de serre, là, je pense qu'on manque de rigueur au niveau scientifique. Je suis désolé de dire ça comme ça, là, je vous le dis ouvertement, puis c'est peut-être un suicide professionnel aussi que je suis en train de faire, mais c'est la réalité. Okay? Donc, ceux qui travaillent sur le carbone, soyez attentifs, soyez vigilants aussi sur toute la dynamique là, du carbone, puis essayez de le voir dans son ensemble, en n'oubliant pas qu'il y a le sol, puis il y a aussi le système racinaire des arbres, que la majorité du carbone est souvent dans le système racinaire pour certaines espèces. Donc, c'est ce qu'on ne voit pas. L'invisible est très important en foresterie. Foresterie et société. L'acceptabilité sociale. Ça fait plusieurs années là, maintenant que je travaille au ministère. Je suis toujours revenu à la charge en disant que c'était des éléments qui étaient importants. Effectivement, c'est des aspects qui sont hyper importants, l'acceptabilité sociale. On a besoin d'informations. On a besoin beaucoup d'informations sur comment, le comment. Comment qu'on fait à une époque maintenant où tout le monde veut occuper la forêt, utiliser la forêt, tout le monde veut des meubles en bois, tout le monde veut des maisons en bois, mais personne ne veut qu'on coupe la forêt. Comment qu'on fait pour dealer avec ça? Il y a de la recherche qui se fait dans le monde. Ici, au Québec, il y en a qui essaient aussi. Ça prend plus d'informations là-dessus. Les mécanismes de gouvernance aussi. Les formules actuelles de concertation, est-ce qu'ils sont bonnes? Est-ce qu'ils sont sujettes à amélioration? On ne le sait pas. Assurément, oui, tout est sujet à amélioration. Donc, c'est un point qui est important. Puis moi, je rêve du jour, j'espère que la journée que je vais quitter la direction de la recherche forestière, que ce soit pour la retraite ou un poste supérieur, que j'ai réussi à démarrer une équipe de recherche en acceptabilité sociale. Je sais qu'il y en a certaines personnes qui le font dans des universités, mais je viserais quelque chose de structurant, quelque chose d'organisé, une grande collaboration sur des enjeux d'acceptabilité sociale. Les usages multiples du territoire, c'est la même chose aussi. La relation avec les communautés. Quand je dis communauté, ce n'est pas juste les communautés autochtones, hein, c'est toutes les communautés. Mais évidemment, les communautés autochtones, c'est un aspect qui est super important. Selon moi, dans ma position de directeur de la recherche forestière, qui fait des recommandations, qui sans attendre que ça soit accepté ou pas, je pense qu'on a des efforts à faire. On a des efforts à faire. Il y a des projets pilotes qui vont démarrer bientôt, qui vont nous permettre d'explorer des choses. Je pense que ça va être très, très bien. Ça va apporter beaucoup d'informations. Ça va surtout nous permettre de favoriser l'harmonie. Okay? Ça, c'est un point que j'amène souvent. Les gens qui travaillent avec moi le savent, je parle souvent d'harmonie, peu importe à l'échelle. Moi, ce que je souhaite, un grand vœu que j'ai, c'est une harmonie au sein de la communauté scientifique forestière, premièrement. Mon deuxième grand vœu, c'est d'avoir une harmonie à l'échelle du territoire forestier. Ça veut dire que c'est un grand vœu où tout le monde est d'accord avec tout le monde sur comment on utilise la forêt. Mettons, la majorité est d'accord avec les autres sur comment on utilise la forêt, pourquoi on l'utilise, puis vers où on s'en va. Donc, je vous ai partagé mes grands vœux, fait qu'on verra qu'est-ce que ça donnera dans le futur. Le Québec possède une expertise reconnue. Une force collective. Bon, au niveau du gouvernement, on a la connaissance du territoire. On a la Direction générale de la connaissance forestière, dont la DRF fait partie, mais il y a aussi la DIF, la Direction des inventaires forestiers, qu'eux autres font aussi de la cueillette de données depuis plusieurs années, les fameux inventaires décennaux. Donc, le gouvernement collecte
de l'information depuis plusieurs années sur la forêt. Donc, on a beaucoup de connaissances du territoire, de la donnée concrète, qui attend juste d'être utilisée. Il y en a beaucoup qui l'utilisent déjà, mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui est sous-utilisée. Mais, comme j'ai dit, un enjeu là-dedans, c'est que le passé n'est pas garant du futur, n'est plus garant du futur. Donc, d'utiliser des données historiques, des fois, pour prévoir le futur, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose à faire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire non plus. Ensuite, la capacité des réseaux expérimentaux aussi au niveau du gouvernement, on a beaucoup de dispositifs à long terme. Comme je vous ai dit, la direction de la recherche forestière a 59 ans cette année. Donc, il y a des dispositifs de recherche qui ont 59 ans cette année. Des dispositifs qui sont bien établis. Les données ont été prises avec parcimonie, vérification, de façon rigoureuse, avec des pas de temps précis qui ont peut-être pas respecté à la lettre, mais du moins qui ne changent pas, là, qui n'ont pas des influences importantes là, sur les résultats. Mais ces réseaux-là, il pourrait y avoir d'autres volets qui soient explorés à travers un même réseau. C'est sûr que des fois, de prendre le dispositif expérimental de quelqu'un d'autre pour explorer quelque chose de nouveau, c'est peut-être incompatible, mais je pense que ça vaut la peine d'examiner, voir s'il pourrait y avoir des compatibilités. Probablement de l'information très intéressante à soutirer de plusieurs dispositifs de recherche que la DRF dispose. J'imagine qu'au niveau fédéral, c'est la même chose. Là, malheureusement, je ne connais pas beaucoup là, tout ce qui se fait là, du côté fédéral. C'est sûr qu'au niveau universitaire, des dispositifs de recherche à long terme, c'est plus rare, puis c'est normal, parce qu'on est dans des modèles d'affaires qui sont très différents. C'est plus propre au gouvernement, par exemple, que ce soit fédéral ou provincial, d'avoir des dispositifs là, de recherche à long terme. Capacité d'intégration aux politiques publiques, bien, c'est ça. Le rôle de la direction de la recherche forestière, c'est entre autres ça, c'est de pouvoir conseiller les autorités du ministère, faire des recommandations. Donc, c'est pas la direction de la recherche forestière versus les universitaires ou versus, même encore pire, versus UQAT, UQAM, UQAT, puis UQAC, puis Laval. Là. Moi, ce que je pense, c'est que ça prend une unité, une grande unité. La direction de la recherche forestière devient la voie pour conseiller les autorités, mais tu sais, rassemble aussi les connaissances de la communauté scientifique forestière. Bon, ensuite, les établissements d'enseignement. Comme je l'ai dit, c'est une force collective qu'on a. Plusieurs universités qui sont représentées ici. Vous faites beaucoup de la recherche fondamentale, évidemment de la formation. Hein? Vous avez de l'expertise qui est spécialisée. Il y a beaucoup d'innovation scientifique pour faire des... Surtout au niveau doctorat, bien là, à un moment donné, ça prend un aspect innovant. Tu sais, une maîtrise, ça va. Des fois, tu peux travailler sur des choses connues. C'est la méthodologie. Hein? On apprend à appliquer une méthode, on apprend à apprendre. Rendu au doctorat, il faut monter d'une coche. Il faut innover. Il y a l'aspect innovant aussi de la connaissance. Ça, c'est ce que vous avez. Il y a les CCTT, c'est les centres collégiaux de transfert technologique. Exemple, CERFO. Exemple, CEDFOB, Bécomo, par exemple. Puis il y en a un paquet d'autres aussi. Là aussi, il y a de la connaissance à aller chercher. On est déjà en lien avec plusieurs. On est en lien, quand je dis on, je parle du ministère puis de la recherche forestière, la direction de la recherche forestière. On est déjà en lien avec vous, mais je pense qu'il faut collaborer davantage, avoir plus de liens, travailler plus ensemble, parce que malheureusement, les enjeux sont nombreux et on n'est pas beaucoup. Là. Regardez la salle ici, on a l'air beaucoup, mais on est une goutte d'eau là, par rapport à tous les besoins de connaissances qu'il y a actuellement. Fait que si chacun travaille de son côté, moi je pense qu'on perd notre temps. On doit travailler ensemble de façon structurée, de façon stratégique aussi. Bon, ensuite, la force collective, il y a les partenaires. Les partenaires sont importants à l'industrie. On peut dire ce qu'on en veut, mais s'il n'y a pas de foresterie, on sert à quoi, nous? Pourquoi il faut développer de la connaissance en aménagement durable des forêts s'il n'y a plus de forêts qui se récoltent dans le futur? Hein? Les organisations régionales aussi, les communautés, les nations autochtones, il y a une mer d'informations aussi dans ces milieux-là qu'il faut venir mettre en commun. Fait que oui, il y a nous, la communauté scientifique forestière, mais il faut s'adjoindre aussi des gens qui sont plus proches du terrain pour capter des réalités qui sont peut-être moins rationnelles, mais qui font partie de la game pareil, qu'il faut tenir en compte, qu'on aime ou pas. Donc, le défi n'est pas seulement de produire des connaissances, mais de mieux les connecter. Connecter les connaissances. Renforcer les collaborations. Donc, vers une recherche plus intégrée. Vous voyez, là, je vous amène tranquillement vers mon idée principale. Ce qu'il faut favoriser davantage, c'est les projets interinstitutionnels. Donc,
C'est pour ça que je vous dis, c'est peu important là, que vous soyez dans une université X ou Y, que nous, on soit à la direction de la recherche forestière. Qui travaille sur quoi? C'est quoi qu'on a besoin? On met nos forces ensemble, on s'arrange pour trouver du financement, puis on avance. Le partage des données. Le ministère a une mer de données. Les universités ont plein de données aussi, même souvent avec des changements de professeurs ou tout ça, il y a des choses qui se perdent, il y a de la donnée qui s'oublie, ou des fois, juste le fait que ça soit moins bien structuré. Sur un réseau X, par exemple, où il y a des problèmes informatiques, on peut avoir des pertes. La donnée est super importante, c'est précieux, la donnée. Hein? Ça a une très grande valeur, même si c'est de la donnée passée, ça a de la valeur quand même. Le partage de données. Puis ça, on peut faire ça gratuitement. Faut juste, nous autres, on le fait souvent déjà, mais je pense qu'il faut le faire davantage. Faire connaître c'est quoi les données qu'on a. On a des projets en place à la DRF pour faire connaître au grand public, surtout à la communauté scientifique forestière, c'est quoi la donnée qu'on a au ministère. Parce que c'est pas toujours évident d'aller trouver cette information-là. On va essayer de trouver une façon de présenter ça de façon plus conviviale. C'est ça. Ensuite, les réseaux de suivi à grande échelle aussi. Donc ça prend quelque chose de... Ça prend un réseau. Là, on ne peut pas travailler juste 2-3 personnes là-dessus. Les infrastructures communes aussi. Hein, on parle beaucoup de mutualisation dans plein de domaines. Bien, peut-être que ça en serait une maintenant. Hein, pourquoi que moi, la direction de la recherche forestière, il faudrait que je me fasse construire une serre si l'Université Laval en a déjà une, par exemple, ou si l'Université du Québec à Chicoutimi en a une, s'ils la reconstruisent. Hein? Bon, bien, il y a peut-être ça, là, de penser plus grand. Donc, mutualiser les ressources. Là, je parle je parle de serre, là, parce que c'est contextuel, on était là-dedans, là. Mais ça peut être pour plein d'autres choses aussi, là, de mettre en commun. On le fait déjà, là. On le fait déjà pour plein de choses, mais moi, je pense qu'il faut le faire encore davantage. Les approches interdisciplinaires. Ça, c'est un bout qui est vraiment important, surtout pour l'aspect social. On parle beaucoup de l'aspect social en foresterie, mais j'ai vu peu de gens des sciences humaines qui s'intéressaient à la foresterie, malheureusement. Puis il y a aussi une réflexion à faire dans le sens que si tu veux faire des études graduées, par exemple, en sciences forestières, bien souvent il y a des prérequis qui font peut-être en sorte que certaines personnes intéressantes sont limitées pour venir apporter de l'information nécessaire pour comment on gère mieux la forêt au niveau social. Donc, il y a une réflexion à faire à ce niveau-là aussi. Donc, peut-être que dans le futur, à la direction de la recherche forestière, ce n'est pas juste des ingénieurs forestiers ou des biologistes qu'on va engager. On va peut-être engager des sociologues. On va peut-être engager, je ne sais pas quoi, là, je ne connais pas ces domaines-là, mais vous comprenez l'idée. Hein? Il faut s'ouvrir, il faut ouvrir nos horizons parce qu'on est à une époque de grands changements. Donc, nous, il faut changer aussi. Voilà. Donc, l'objectif est de construire une capacité collective capable de répondre rapidement aux enjeux émergents. Ensuite, l'importance des expérimentations à long terme. Penser à l'échelle des décennies. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On est des humains, on a notre perception du temps, qui est souvent, c'est ça, à notre échelle. L'échelle de perception temporelle, moi, que j'appelle le temps forestier, c'est souvent difficile à saisir ou à imaginer. C'est quelque chose qu'il faut essayer de développer. Donc, c'est pas parce que nous, à l'échelle humaine, les événements se produisent plus rapidement qu'il faut nécessairement s'attendre à la même chose de la forêt ou penser que la forêt va changer à la même vitesse. Ça, je m'excuse, je m'exprime mal, je commence à être fatigué un peu, puis les spots dans le visage, c'est vraiment tannant. Il fallait que je le dise. Mais, alors voilà. Donc, les suivis à long terme, on va embarquer là-dedans. Là. Pensez à l'échelle des décennies. Les suivis à long terme, on en fait déjà beaucoup à la direction de la recherche forestière. C'est précieux. C'est un modèle d'affaires particulier. Je pense que c'est correct que ce soit au sein du gouvernement. Pourquoi? Bien, parce qu'au niveau universitaire, c'est pas impossible, mais peut-être plus difficile. À un moment donné, les étudiants gradués, c'est souvent eux qui font les travaux de recherche. Fait que les étudiants, bien, si tu fais une maîtrise, c'est 2-3 ans, 3 ans. Doctorat, 4-5 ans, des fois plus pour ceux qui étirent. Là. Mais après ça, les gens vont faire d'autres choses. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est plus difficile aussi. À l'inverse, à la direction de la recherche forestière, bien, quand on a des chercheurs qui sont souvent, ils font une carrière au complet. Fait qu'ils vont être là 30, 35 ans.
Puis souvent, bien, avant qu'il soit remplacé, avant de partir à la retraite, il va y avoir un peu de chevauchement avec une relève. Donc, on a un système qui est peut-être plus favorable pour faire des suivis à long terme. Mais l'idée là-dedans, c'est pas de dire qui devrait faire quoi. L'idée là-dedans, c'est travailler ensemble. Donc, comprendre nos modèles d'affaires qui sont distincts, le modèle d'affaires de recherche forestière dans un gouvernement, la recherche gouvernementale versus la recherche universitaire. Pas les mettre en opposition, d'essayer de les mettre ensemble de façon intégrée. Avec ça, on va avoir un effet de levier, puis là, on va commencer à produire des résultats qui sont concrets, atterrissables dans la gestion forestière. Donc, les décisions forestières prises aujourd'hui auront des effets pendant plusieurs générations. Il y a ça qu'il faut penser aussi. Nos prédécesseurs le savaient aussi. Fait qu'il faut toujours travailler dans cet esprit-là. Toujours, toujours. On ne fait pas ça pour nous. On fait ça pour même pas nos enfants. Ça va être pour nos petits-enfants, probablement. Puis ça, c'est pas évident pour tout le monde. Hein? Puis ça, c'est normal, on est des humains. Fait que les humains, souvent, on va penser à nous, à notre échelle temporelle à nous. Mais en foresterie, ou en écologie, là, mais en foresterie, il faut penser à long terme, très long terme. Fait que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour d'autres. C'est pas obligé d'être nos enfants ou petits-enfants. On le fait pour d'autres, les futures générations. De la connaissance à l'action. Mobiliser la science. Hein? Produire des connaissances ne suffit pas. Il faut également traduire les résultats en outils concrets, soutenir les aménagistes et les décideurs, intégrer rapidement les nouvelles connaissances et développer une culture d'apprentissage continu. Traduire les résultats en outils concrets. Il y a plein d'outils qui se développent à peu près tous les jours. Si vous voulez, comment je pourrais dire ça? Donc, je vais parler en bon français. Là. Si vous voulez scorer, là, en tant que chercheur, là, bien, développer des outils qui vont permettre des résultats intégrables dans la gestion forestière. Si vous êtes capable de faire ça, il y a des petits coups de circuit potentiels. Mais ce n'est pas toujours évident. Comme je vous dis, la gestion forestière concrète, là, sur le terrain, il y a beaucoup d'irrationnel là-dedans. Malheureusement, pour nous, communauté scientifique, c'est dur de dealer avec l'irrationnel parce qu'on travaille avec du rationnel. Mais c'est un volet qu'il faut absolument prendre en compte dans tout ce qu'on fait. Soutenir les aménagistes et les décideurs. Ça, c'est super important aussi. Les aménagistes, c'est eux qui font la planification forestière. C'est souvent eux qui sont au front avec les tables de gestion intégrée des ressources territoires, les tables GIR. Hein? Les décideurs aussi. Les décideurs, bien, c'est souvent les hauts dirigeants. Hein? Que ce soit au ministère qui, oui, on va arriver avec de la connaissance, puis leur faire des recommandations, dire, bien, sur la base de la science, puis les connaissances qui émanent de la communauté scientifique forestière du Québec, bien, la recommandation, ça serait ça. C'est sûr qu'après ça, les décideurs doivent prendre en compte d'autres enjeux, hein, sociaux, politiques, économiques, etc. Mais comme je dis, si la base est solide au niveau de la science, même si on a 10 % qui réussit à se rendre, bien, déjà, on a fait un pas en avant. C'est déjà mieux qu'il n'y ait pas de science. Parce que vous le savez, là, on n'a pas besoin de... on va parler d'autres domaines, par exemple. Il y a d'autres domaines où est-ce qu'il y a des décisions qui se prennent. Pourtant, il y a de la science en masse, mais il n'y a aucun fondement scientifique à la base des décisions qui sont prises. Souvent, c'est totalement des décisions irrationnelles. Nous, on a la chance d'avoir cette force collective-là au Québec, d'avoir une grande communauté scientifique forestière. Fait qu'il faut travailler ensemble pour établir des bases solides sur lesquelles on va construire. Après ça, on peut rajouter de l'irrationnel par-dessus, mais au moins les fondements vont être solides. Intégrer rapidement les nouvelles connaissances, ça, c'est sûr que c'est un défi au niveau du ministère. Comme je vous dis, le paquebot, hein, il n'est pas facile à virer. C'est pour ça qu'il faut travailler en amont, ensemble, pour voir les coups venir, rassembler la connaissance, pouvoir faire des recommandations aux autorités du ministère. Développer une culture d'apprentissage continu. Ça, là, écoute, c'est tellement facile de dire, ça fait 30 ans que je fais ça, fait que je sais c'est quoi, je connais ça. C'est fini, cette époque-là. Ce que tu savais il y a 30 ans, c'est bien le fun, mais malheureusement, ça change. Ça change. Donc, tout le monde... Bon, puis c'est correct parce que, tu sais, au niveau de la communauté scientifique forestière, je pense que tout le monde a ce devoir-là d'apprentissage continu. Vous le faites probablement naturellement, tu sais, de toujours lire les nouveautés et tout ça. Mais ça, il faut garder cette habitude-là. Après, peu importe l'emploi que vous allez occuper. Tu sais, si vous êtes chercheur, ça va de soi, vous êtes obligé de faire ça. Mais si vous n'êtes pas chercheur, si vous vous retrouvez comme moi, professionnel, qui développe des orientations pour l'aménagement écosystémique ou whatever,
bien, là, il y a un risque souvent de s'asseoir sur les connaissances qu'on a eues pendant qu'on était aux études, puis après ça, d'arrêter. Oui, il y a de la formation continue obligatoire et tout, là, c'est correct, là, mais moi, je pense que c'est un devoir personnel. Au sein de la communauté scientifique forestière, c'est un devoir personnel de chaque personne, si vous êtes sérieux dans ce que vous faites, de toujours rester à l'affût des nouvelles connaissances. C'est une culture qu'il faut instaurer. C'est une culture qu'on va essayer d'instaurer au ministère aussi avec tout le monde. Je commence par passer le message ici, parce que je sais que dans le futur, probablement que la moitié de la salle va travailler au ministère. Une foresterie adaptative repose sur une science accessible, utile et mobilisée. Bon, je vais accélérer parce que là, il me reste juste 5 minutes. Tu vas me laisser dépasser, je le sais. Bon, fait qu'une vision pour la foresterie de demain. Hein? Une foresterie plus résiliente, plus adaptative, plus collaborative, plus innovante, appuyée sur des connaissances solides. Tu sais, je me répète, là, mais c'est un wrap-up de ce que j'ai dit. La recherche forestière doit devenir un moteur stratégique de l'adaptation des forêts du Québec. Quand je parle d'adaptation, ce n'est pas juste l'adaptation aux changements globaux. C'est ça. C'est pas juste l'adaptation au changement climatique. Parce que c'est souvent ça qu'on voit actuellement. Là. On s'adapte au changement climatique, mais il y a d'autres choses que les changements climatiques. Il y a les changements globaux. Comment on interprète les changements globaux, on peut le voir de toutes plein de façons. Là, mais tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est économique, tout ça fait partie des changements. Tout est interrelié à un moment donné, à quelque part là-dedans. Oui, le climat vient faire un apport aussi là-dedans, mais il n'y a pas juste le climat. Donc, un moteur stratégique pour l'adaptation des forêts du Québec, c'est pour tout. Pour tout, pour tout, pour tout. Donc, si vous êtes ici, vous êtes étudiant en opération forestière, par exemple, ou en économie, peu importe, vous n'êtes pas dans le champ, là. On n'est pas obligé d'étudier en aménagement forestier ou en écologie ou en biologie pour être dans la game, comme on dit. Hein? Il y a beaucoup de facettes qui doivent être explorées. Si vous êtes dans le volet social, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. C'est juste qu'il faut qu'il y ait des gens qui continuent à travailler fort pour ouvrir la trail, comme on dit, hein, en bon forestier. Alors voilà. Conclusion. Donc, dans un contexte de changements globaux et d'incertitudes accrues, la science devient essentielle à la prise de décision. Je pense que je l'ai répété assez de fois. Les collaborations doivent être renforcées. Elles existent déjà, mais il faut le faire davantage. Même moi, avant, je connaissais beaucoup de monde dans le milieu de la recherche, mais je vois que ça change rapidement. Il y en a beaucoup qui ont pris leur retraite. Fait que beaucoup de gens que je connaissais, avec qui j'étais proche, ont pris leur retraite. Donc, sont pas nécessairement hors circuit, mais sont moins présents, on va dire ça comme ça. Beaucoup de nouveaux chercheurs qui sont apparus que moi, je n'ai pas eu le temps de serrer les mains puis de connaître davantage, de connaître c'est quoi les projets que vous faites, comment vous êtes en tant que personne aussi, parce que ce que vous faites est une chose, ce que vous êtes en tant que personne en est une autre aussi. Super important au sein de notre écosystème là, de la communauté scientifique forestière. Hein? Donc, les expérimentations à long terme sont indispensables. La mobilisation des connaissances est un enjeu central. Mobiliser nos connaissances. On a tellement de connaissances, mais moi, j'ai l'impression qu'on les fait encore mal connaître. Je prends le blanc. Au niveau de la direction de la recherche forestière, on travaille déjà sur une formule pour faire connaître davantage au grand public qu'est-ce qu'on fait en recherche, à quoi qu'on sert. Hein? Surtout qu'on utilise l'argent du public, hein, l'argent de l'impôt, là, des impôts pour travailler, pour développer de la connaissance. Je pense que c'est un minimum que la population voit qu'est-ce qu'on produit comme connaissance. On ne le fait pas assez. Je pense qu'au niveau universitaire aussi, il faut réfléchir. Si c'est une façon intégrée de le faire, on va trouver une formule. Mais moi, je pense qu'il faut trouver une formule pour vulgariser la connaissance, faire connaître toute la connaissance qu'on a davantage. Puis l'effet que ça va avoir, c'est qu'à un moment donné, la société va nous faire confiance. Je ne dis pas que la société ne nous fait pas confiance, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'on est dans une ère particulière avec les réseaux sociaux et tout. La désinformation est très facile. Okay? Sans nécessairement détenir la grande vérité, je pense qu'on est tous, je veux dire, sérieux là, dans ce qu'on fait. Il faut faire connaître la vérité avec un grand V aux gens, davantage, pour pas que toutes les fausses informations qui sont véhiculées par d'autres moyens viennent étouffer tous les efforts collectifs qu'on fait pour faire quelque chose qui est louable et qui est utile pour la société. Donc, la capacité collective à produire, partager et appliquer les connaissances scientifiques jouera un rôle déterminant dans l'avenir des forêts du Québec. Alors, ceci termine ma présentation.
Ça fait beaucoup, je le sais. Je voulais vous amener à réfléchir. Je sais, on va avoir le temps pour quelques questions, discussions. Puis peut-être qu'au 5 à 7, il y en a qui vont vouloir, en tout cas au 6 à 7, il y en a qui vont vouloir jaser un petit peu. Mais je ne pourrais pas rester longtemps parce que j'ai un engagement. J'ai une réunion à 7 heures pour d'autres choses. Mais je vais prendre le temps que j'ai pour échanger. Merci. Merci beaucoup, Martin. On a quand même du temps jusqu'à 18 heures. Il y a 19 minutes exactement. Donc, d'ici à la première bière. Si vous avez des questions, il y a des micros ici et là. Juste vous mettre en file dans les micros. On va alterner les questions pour être sûr d'essayer d'utiliser le temps le plus efficacement possible. Sylvain. Bonjour Martin. On s'est croisés souvent en ligne ou par courriel, mais on ne s'était jamais rencontrés. Enchanté. J'ai entendu ton appel et j'ai envie d'y répondre. Nous, on a plein d'idées, plein de projets, plein de sciences qui, comme tu l'as dit, ne sont pas toujours faciles à appliquer ou des fois, c'est juste le 10%. Moi, je reste avec l'idée qu'en Outaouais, il y a une communauté très serrée avec les utilisateurs de la foresterie est présente aussi. Et on aurait une idée de projet pilote qui serait intéressant de pousser. Donc, je réponds à l'appel. On voudrait en faire un. Et j'aimerais aussi mentionner, tu avais dit dans la conférence à un moment donné, faire rien, c'est pas une solution. Ben moi, le projet que je te propose, c'est d'essayer de faire rien. De rien faire. Ouais. Presque. Je fais une blague avec ça, mais peut-être d'en faire moins, de le faire mieux, et puis d'appliquer toute la connaissance qu'on a de l'aménagement réellement durable, l'aménagement écosystémique, puis de l'appliquer sur un territoire assez grand pour voir qu'est-ce que ça donne si on protège les sols sur la résilience, de voir si de restaurer la situation fait en sorte qu'on se donne plus de chances contre les invasions d'insectes ou autres. Donc, bref, l'invitation est faite. Il y a un 5 à 7 après. Je ne bois pas de bière, mais je boirai d'autres choses. Fait que c'est ça, je maintiens. J'ai envie de saisir cette main-là parce que je vois en Outaouais, on en discute de plus en plus avec le ministère. Il y a des mains tendues, mais l'intégration dont tu parles, moi, ça me parle. J'ai vraiment envie qu'on fasse des choses avec le ministère, puis c'est encore difficile. Fait que là, tu as tendu la main, moi, je tends la mienne. Oui, c'est bon, Sylvain. Tu sais, je veux juste clarifier, là, ma position ici n'est pas ministérielle. Je parle pour la direction de la recherche forestière. On va commencer avec un beau projet de recherche, puis après ça, on ira les voir. Travailler de façon intégrée avec la direction de la recherche forestière, là, c'est un très gros départ. Merci. Très gros départ. C'est bon. Bonjour, M. Seto, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je ne vous vois pas, mais bon, allez-y. Je m'appelle Isabelle Laforêt-Lapointe, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke. Ma question, c'est sur... vous avez parlé de travail en amont. Donc, vous avez aussi utilisé des analogies de hockey. Donc, j'aimerais savoir sur quelle patinoire on peut jouer ensemble pour travailler en amont. Ouais. Peut-être pour décrire un peu aux plus jeunes dans la salle, comment on fait pour faire du travail en amont entre l'ADRF puis la communauté du CEF. Oui, c'est pas compliqué. Les patinoires, il faut les créer. Ils n'existent pas. Ou les recréer. Je fais ça rapidement. Lorsque j'étais professionnel à la DAF, puis là, Fabien, je le vois qui est en haut, fait qu'écoute Fabien. Non, je dis ça parce que Fabien, maintenant, il a repris plusieurs dossiers que je travaillais quand j'étais professionnel. J'avais créé des patinoires comme ça, avec différents groupes. On avait des bancs d'essai qu'on appelait, avec des régions différentes. On était en Abitibi-Témiscamingue, on était en Mauricie, on était dans le Bas-Saint-Laurent. Il y en a qui s'en rappellent. Martin-Hugues Saint-Laurent était là-dessus, entre autres. Hein? Christian était là aussi dans Mauricie. Hein? Il y a Louis Bélanger qui était là pour Réserve faunique de Laurentides. Louis n'est pas dans la salle, j'imagine. Là. Mais on avait ces patinoires-là justement pour réfléchir ensemble, pour développer de façon intégrée en amont des solutions. Donc, on va recréer ces patinoires-là. C'est un de mes objectifs. C'est juste que ça se faisait dans d'autres directions avant, mais je pense qu'au niveau de la direction de la recherche forestière, je pense que j'ai le pouvoir de le faire. Fait que je vais tenter de le faire. Ouais. Allô, Osvaldo. Hey, salut. Osvaldo Valeria, prof à l'UQAT. J'ai bien aimé un peu tous les défis qu'on a devant nous. On se connaît assez bien avec, comme tu dis, les chercheurs un peu plus établis, différents des nouveaux chercheurs.
Puis j'aimerais ça un peu à l'image qu'on a fait un peu, tu te rappelles, toutes les discussions qu'on a eues avec le rendez-vous de la connaissance. Et là, j'ai poussé beaucoup l'idée, là, ça a été un succès. Et la question est, comment maintenant, un peu à la suite de la question de la patinoire, comment est-ce tu penses qu'on pourrait établir des stratégies nouvelles pour se rapprocher davantage? Et pas que ce soit la personne qui cogne la porte parce qu'il connaît quelqu'un, mais comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de structuré pour aborder, comme tu disais, un groupe des thématiques dans lesquelles on pourrait avoir des discussions profondes, dans lesquelles il y a des projets qui vont émerger. Donc, si on avait une structure autre que des présentations, que ça marche assez bien, je pense que ce serait un bon mécanisme pour avancer dans le but que tu as prononcé. Oui, tout à fait. Ça va venir de nous. Ça va venir de nous. C'est une initiative qui doit partir de moi. C'est ça. Solliciter, j'ai commencé déjà à le faire, évidemment. Solliciter les autorités pour qu'ils me laissent la possibilité de créer ces patinoires-là, là, si je continue sur la question précédente. Mais c'est moi qui vais vous approcher. Les portes sont grandes ouvertes en Abitibi. Oui, parce que je le sais, là, vous cognez toujours aux portes. Là. Oui, j'arrête pas. L'impression, c'est pas une impression que j'ai, là, je le sais. Ça, c'est un de mes grands vœux aussi, c'est de moi de créer les patinoires puis d'ouvrir la porte. C'est moi qui vais aller cogner à la porte. OK? Bonsoir. Oui. J'ai bien apprécié que vous aviez parlé des connaissances territoriales que la province contient et notamment ce qui fait en sorte que les compétences des ressources naturelles s'adonnent à la province de Québec. Je me demandais comment est-ce que le rôle de la recherche et de la direction de la recherche forestière va évoluer avec le nouveau projet de loi LC5, Unité d'économie canadienne, qui prend des projets qui sont normalement de la compétence provinciale, puis qui le met dans une nouvelle évaluation fédérale, où est-ce que des connaissances scientifiques provinciales et la participation publique est un peu moins impliquée. Oui. Écoute, ma réponse est plate, je le sais pas. Je le sais pas. C'est une bonne question que tu as, puis je n'étais pas au courant là, de ce que tu viens de... Mea culpa, là, mais je n'étais pas au courant là, de ce que tu viens de mentionner. Fait que je vais me renseigner. Si ça peut être une piste là, de réflexion aussi, puis de voir comment s'insérer là-dedans. Parce que c'est sûr qu'au niveau... est-ce que je suis encore filmé? On va dire que ben non. Non, mais de toute façon, filmé ou pas, c'est pas grave, là, mais c'est sûr qu'au niveau des relations intergouvernementales, il y a des aspects qu'il faut qu'on soit rigoureux, là. Donc, tu sais, je peux pas décider tout d'un coup de travailler avec le fédéral de mon propre chef, là, puis ça dépend de la nature des dossiers, ça dépend des champs de compétences, ça dépend de plein de choses, là. C'est pour ça que je dois en savoir plus avant, là, sur ce que tu parles, pour voir comment on peut se positionner. Mais tu sais, il y a toujours moyen de se positionner... peu importe, c'est juste de comprendre les rouages là, du système que tu me parles, puis de voir comment on peut s'insérer là-dedans. Là. Ouais. J'aimerais ça te donner une réponse plus claire, mais c'est le mieux que je peux faire en ce moment. C'est bien correct. Je pense qu'on se demande tout qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là, ça allait évoluer rapidement. En tant que jeune chercheur, je me demande est-ce que l'expertise de travail que je peux essayer de fournir va être pertinente si au final l'évaluation va plus s'adonner au fédéral. Là, ben, on va se croiser les doigts. Merci. Une dernière question? Ouais. Oui. Bonjour, je m'appelle Xavier Chambault. J'aurais une question qui touche plus à la cohésion dont vous avez parlé entre les différents paliers de recherche. Dans le contexte où les postes sont limités et souvent les gens sont un peu en compétition pour avoir du financement, pensez-vous que le modèle, disons, actuel de financement de la recherche pousse les gens à être en compétition et nuit à la cohésion? Oui. Une belle réponse simple. De là ma proposition que je vous ai présentée durant ma présentation. Ouais. David Paré du Service canadien des forêts. Oui, j'ai le temps. C'est ça, David Paré du Service canadien des forêts. Oui. Donc, ça fait longtemps que je suis dans le milieu, disons, là. Puis, aujourd'hui, le CEF s'est rendu, je pense, le seul meeting qui permet de se rassembler. Puis, je pense que tout le monde va être d'accord avec vos conclusions ou vos vœux.
Puis je pense que les chercheurs, en général, sont très contents on n'a pas d'équipe vraiment, on est content de participer, peu importe avec une université, un ministère. Puis ce que je veux dire, dans ma carrière, moi, j'ai connu des périodes où c'était beaucoup plus fluide, les collaborations, beaucoup plus faciles. Il y a eu, entre autres, des groupes d'action au ministère où on avait un thème précis, puis on invitait des gens, peu importe leur affiliation. Il y a eu, la triade, par exemple, qui a rassemblé beaucoup de gens. Il y a eu des exemples comme ça, puis je pense qu'on est tous d'accord avec le vœu que vous faites, mais j'essaie de voir qu'est-ce qui serait vraiment porteur si le CEF pourrait être, entre autres, un milieu pour ça. L'autre exemple que je voulais donner, c'est des subventions. Dans le temps, il y avait des subventions du ministère où on exigeait qu'il y ait plusieurs universités et plusieurs organismes. Donc, ça aussi, ça favorisait ce brassage-là. Ça pour dire, moi, il y a des périodes, je voyais beaucoup de gens du ministère se promener au CFL, puis à l'inverse, moi aussi, j'allais à peu près aux 2 mois au ministère, puis je trouve qu'on est beaucoup plus cloisonné. Fait que c'est ça, Oui. Je cherche des façons, mais je ne sais pas si vous avez des vous parliez de patinoire, mais je ne sais pas s'il y a des choses plus... des bonnes idées, là, ouais. Merci, David, pour cette intervention. Tu sais, ce que j'ai apporté dans ma présentation, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Tu sais, c'est pas révolutionnaire, ma proposition là, de créer des groupes. Tout ça. Il y en a plein qui l'ont fait avant. Là. C'est juste qu'à un moment donné, au gré du temps, il y a des choses qui ont changé. Tu sais, des fois, au sein du ministère, il y a des autorités qui changent, puis ça prend pas grand-chose, des fois, pour détruire des dynamiques. On va dire ça comme ça. Hein. Puis malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Puis tu sais, je veux pas pointer rien en particulier. Donc, je reviens à la charge. Je le sais qu'il y a des époques où est-ce qu'il y avait des très bonnes intentions, il y a des choses très, très bien qui se sont faites. Donc, l'idée, c'est pas d'essayer de réinventer la roue, mais c'est au moins de la ramener. Là. Donc, ça va être mon objectif. C'est juste le comment. Tu sais, ça va se passer comment? C'est-tu le CEF qui va devenir comme le point central? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée de quelle forme ça veut prendre. C'est pour ça que moi, je vous ai dit que mon intervention aujourd'hui, tu sais, oui, je suis comme là, comme représentant du ministère, directeur de la recherche forestière, mais je suis là avant tout comme un membre de la communauté scientifique forestière du Québec, puis qui essaye de penser à comment on peut faire pour structurer nos affaires, pour travailler ensemble, tu sais, pour avancer. C'est juste ça. Tu sais, je sais que le financement, c'est un enjeu. Tu sais, même nous, là, actuellement, on s'est fait couper beaucoup à l'interne de budget de recherche, fait qu'on est obligé de réduire les ambitions, puis les besoins font juste augmenter. Mais puis il y a une capacité aussi, tu sais, moins de personnel et tout. Mais ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné, tu sais, c'est cyclique, hein? Et on le voit là, dans l'histoire. Puis ça, s'il y a une chose qui peut être garante du futur, c'est au moins ça, c'est que c'est très cyclique, les cycles économiques. Donc, quand ça va mal, bien, à un moment donné, ça finit par bien aller. Puis quand ça va bien, bien, il faut en profiter. Là, ça va mal. Donc, qu'est-ce qui va arriver bientôt? Ça va bien aller. Mais là, quand ça va bien aller, on va faire quoi? Est-ce que chaque université, vous allez vous chicaner pour aller chercher chacun une enveloppe d'argent pour faire vos recherches chacun dans votre coin sur qu'est-ce qui vous tente? Je ne pense pas que ce serait la bonne façon de faire. C'est pour ça que moi, ce que je veux faire, c'est de se préparer pour ce beau temps-là qui s'en vient, puis d'arriver avec un plan structuré, où est-ce que tout le monde fait partie du plan. Puis là, après ça, ça donne, par expérience, là, moi, je pense que ça met des conditions beaucoup plus favorables pour aller chercher des fonds de façon significative. Pas juste là, des poignées de change à gauche puis à droite là, pour financer des projets à la pièce. Là. Tu sais, aller chercher quelque chose de sérieux, de massif, puis peut-être même durable, peut-être. Mais, tu sais, mais je ne peux pas faire de promesses, c'est juste des vœux que je fais. Mais je me dis, ça, tout commence par une idée. Là. Puis ça c'est un des vœux que j'ai. Si je réussis à créer ça, je pense que ça va être un succès. Mais tu sais, je ne veux pas ça pour mon bénéfice personnel. Moi, comme je vous dis, je me considère vraiment comme un membre de la communauté scientifique forestière du Québec, puis ça me tient à cœur. Puis quand je vois ça aller, surtout là maintenant dans ma position de directeur de la recherche forestière, je vois ça aller, puis je dis, ouais, comme Osvaldo, il dit, ça favorise la compétition actuellement, comment on fonctionne. Puis tu sais, à un moment donné, la compétition, là, c'est malsain, là, parce qu'on travaille chacun à notre bord. Des fois, on travaille sur la même affaire chacun de notre bord. On pourrait travailler ensemble puis avoir des effets de levier, là. Tu sais, fait qu'avec le même dollar, on pourrait générer plus de connaissances que 3-4 $ de chaque côté, puis que finalement, ça ne donne rien de concret. T'sais. Fait que c'est un peu ça l'idée que j'ai. Salut Pierre. Bonjour. Merci pour cette présentation, puis je pense que je prends la balle au bon. Pour te dire que, tu le sais, dans le passé, on a fait des choses importantes.
le Centre d'études de la forêt et la Direction de la recherche forestière, une des grandes réalisations, c'est la limite nordique d'attribution des forêts. Je pense que les plus jeunes le savent peut-être moins, mais c'est la seule limite qui a été définie de façon scientifique au Canada. Fait que c'est quand même important. On l'a co-publié dans le Journal canadien de la recherche forestière. Puis on a continué par la suite à faire beaucoup de choses parce que jusqu'à tout récemment, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été développées de par chez vous et à l'intérieur de la communauté scientifique universitaire pour faire de la recherche en coproduction. On l'a fait à travers divers projets alliances. Il faut continuer à le faire. Je suis heureux de t'entendre nous dire ça, que les ponts doivent être maintenus, consolidés et restructurés, mais ça passe beaucoup par un financement de la recherche. Et je pense qu'il faut qu'on travaille collectivement pour inciter le gouvernement du Québec, et là, je parle vraiment à titre de chercheurs scientifiques qui voient que pour les plus jeunes, la situation est plus difficile qu'elle l'a été pour nous. Nous, on a eu la chance à la fois de connaître tout le réseau de gestion durable des forêts à l'échelle canadienne qui a financé la recherche de façon hyper importante au Canada, en milieu boréal, donc en forêt commerciale. Et on a eu la chance après de continuer à travers les programmes de mise en valeur du milieu forestier au Québec, qui était une autre source de financement. Puis on avait en plus de ça les projets d'aménagement et environnement forestier du FRQ qui étaient en lien avec la DRF. Fait que ça a permis de créer ce qu'on a ici actuellement, là. On a un centre de recherche avec 12 universités, au-delà de 500 étudiants. Ça fait près de 20 ans qu'on roule comme ça parce qu'on a eu ce financement-là. Mais pour ceux et celles qui arrivent, et là, je parle vraiment pour ces gens-là qui arrivent en poste, c'est plus difficile. Et c'est pas les talents qui manquent, c'est pas les qualités des gens qui manquent, c'est les fonds là, qui manquent. Puis il faut vraiment qu'on le fasse en collectif. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre, mais il y a une chose que j'ai observée, j'observe beaucoup, là, évidemment. On ne peut pas arriver puis demander de l'argent, puis après ça, faire quelque chose. C'est ça qui est difficile. Il faut arriver avec une idée, puis après ça, on va trouver l'argent. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de plusieurs mentors dans le ministère de haut placé, on va dire ça comme ça, qui me disaient tout le temps, si tu arrives avec une bonne idée, on va s'arranger pour trouver l'argent. Donc, il faut arriver avec la bonne idée. C'est pour ça que moi, ma vision, c'est quelque chose de structurant, structuré, qu'on va faire ensemble. Après ça, on détermine qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le projet, le grand projet, c'est quoi les besoins auxquels on va répondre. Là, on arrive de façon massive, puis on essaye d'aller chercher une masse critique d'argent. Puis ça a l'air, comment je pourrais dire ça, donc? C'est plus dur d'aller chercher 10 000 $ qu'aller chercher 10 millions. Si tu arrives avec un plan, c'est plus facile d'aller chercher 10 millions que si tu arrives pour aller chercher 10 000 $, pas de plan. Puis ça, je me suis les fait conseiller, je l'ai vécu, je l'ai observé aussi. Donc, de là, ma proposition maintenant. Comme je vous dis, moi, là, de mon point de vue, je suis conscient de tout ce que tu as dit. J'observe, puis je vois ça aller, puis je me dis, dans ma position, comment je peux contribuer à la communauté scientifique forestière. C'est comme ça que je vais essayer de le faire. Peut-être que ça ne marchera pas, là. Puis, si ça ne marche pas, ça serait plate, mais je vais m'essayer, par exemple. C'est la seule chose que je contrôle, c'est de m'essayer. Fait que voilà. Fait que c'est pour ça que vous allez entendre parler de moi prochainement. C'est sûr que je vais commencer par les professeurs universitaires en place, là. Ceux que je connais, là, comme toi, là. Les moins jeunes, on va dire ça comme ça. Puis j'en connais partout, là, des gens, là. Fait que je vais commencer par vous, puis après ça, bon, on descendra là, dans les équipes d'étudiants et tout, là. Fait que voilà. Bon, c'est assez, hein? Hein? OK.